Donc, mode de vie. Mode de vie. Mode de vie. Tout à l'heure, on discutait, donc hors antenne, on discutait de malheureusement cette peut-être opinion publique qui est un peu trop confuse, en tout cas qui me paraît confuse, c'est que les gens pensent que nous sommes adaptés à tout type de mode de vie, si je puis dire, ou tout mode de vie tout simplement, mais qu'on n'arrive pas à faire la différence justement entre un réel mode de vie qui serait vraiment adapté à l'homme, comme il serait susceptible d'y avoir une certaine nourriture adaptée aussi à l'homme en question, et puis à côté de ça, sorti du mode de vie, on en arrive dans un mode finalement qui serait plutôt un mode de survie. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça. On pourrait dire qu'on a des besoins vitaux qui doivent être assouvis. Donc ça on le retrouve partout, même dans le marketing, de la manière dont on peut aborder les gens, il y a toujours les besoins vitaux. Les besoins vitaux, ils sont très simples, c'est manger, boire, se reproduire, avoir un toit sur la tête. En gros, c'est vraiment la base. Et ces éléments-là, si on doit les reporter par rapport à nos besoins vitaux de vie réellement, c'est d'avoir une alimentation qui serait adaptée à notre corps, d'avoir un ensoleillement suffisant, puisqu'on a besoin, si on parle par exemple de synthétiser de la vitamine D, donc simplement par rapport à cet aspect-là, on a besoin du soleil, de se reposer, parce qu'on sait bien que quand on manque de repos, le corps fonctionne moins bien, tout simplement. Donc c'est d'avoir ces éléments-là qui sont suffisamment présents pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Et quand ces éléments commencent à ne plus être présents, ou en tout cas pas en quantité suffisante, là d'un seul coup on rentre dans une situation de compromis qui peut tout à fait tenir pendant un certain temps, mais qui n'est pas viable sur du long terme. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du stress, on est tous en capacité de supporter un stress très très violent. Et on a tous expérimenté la perte d'un proche, par exemple, c'est un stress très violent. D'expérimenter un déménagement. Un déménagement, c'est un stress qui est intense. On change d'environnement, on doit se refaire des nouvelles habitudes. Donc, c'est des stress qui sont très intenses. Mais on peut le supporter parce qu'il ne va pas durer indéfiniment. C'est ça, effectivement. On peut même supporter une charge de travail, de bosser 15 heures, 18 heures par jour pendant 6 mois. On est capable de le supporter. Par contre, au-delà d'un certain seuil, si notre corps n'a pas cette récupération nécessaire, ça ne marche plus. Au bout d'un moment, le corps ne peut plus faire face. Donc là, on rentre dans une phase de compromis, où il y a bien sûr ces états de stress qui génèrent des molécules dans notre corps. Ça, c'est de la chimie, des hormones. Et au début, le corps arrive à gérer, et puis après on passe dans une phase de compensation sur du long terme, où là il y a des problématiques physiologiques qui arrivent, les problématiques physiologiques classiques du stress, quel qu'il soit de toute façon. Tout à fait. Et c'est bien, parce que du coup, là où je voulais rebondir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt, sur le fait qu'effectivement nous avons tous les mêmes besoins vitaux. Mais après, en fonction de là où nous vivons, ce sont les quantités qui diffèrent. C'est ça. Voilà. Parce que effectivement je retrouve pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent mais écoute Fares, moi je crois que nos besoins sont complètement différents, et c'est là où c'est bien de rappeler véritablement cette nuance, que c'est les quantités qui changent. C'est les quantités, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des besoins de toute façon qui peuvent varier d'une personne à l'autre, qui peuvent varier en fonction de son état du moment. Ça c'est très important. C'est vrai qu'en fonction de l'état dans lequel on se trouve à un moment donné, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Et puis au cours de la vie, on n'a pas les mêmes besoins tout simplement en termes de quantité. Pour prendre l'exemple qui est classique, un nourrisson, un enfant de 7 ans, un adolescent, un adulte et un vieillard n'auront pas les mêmes besoins en termes de quantité et en termes de répartition de chacun des catégories, on va dire, d'aliments ou de nutriments. Donc ça, c'est sûr que par rapport à ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis c'est sûr que si on reprend aussi cette notion par rapport à notre lieu de vie, les personnes, et ça c'est des choses qui ont été étudiées scientifiquement, où on sait que plus on se rapproche de l'équateur, plus on a une tendance à avoir une alimentation qui est portée sur le végétal, plus on s'éloigne de l'équateur, plus cette alimentation va se porter sur les produits et sous-produits animaux. Donc sans forcément parler de végétalisme strict ou après d'omnivorisme, on voit cette tendance et qui est naturelle, parce qu'en s'éloignant de l'équateur, il y a moins de végétaux à disposition. Donc on consomme ce qu'on a à disposition, c'est tout à fait normal en plus, c'est de l'adaptation. C'est cette adaptation à l'environnement pour essayer de vivre ou de survivre selon les cas. On va reparler donc du sujet du régime alimentaire, parce qu'aujourd'hui il est fondamental, il est extrêmement important.
Donc, quand on parle de mode de vie, c'est vrai que une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui est calme, sereine, stable émotionnellement, bien construite, bien développée sur le plan physique comme sur le plan mental, qui aspire finalement à être en paix avec elle-même et puis son entourage. Oui. Et puis à côté de ça, il y a aussi une volonté de préserver la joie en nous et autour de nous, et puis aspirer toujours à maintenir ce bonheur, si je puis dire. Ouais. Au final, dire les choses comme ça, je pense que c'est quelque chose qui résonne chez tout être humain, de vouloir joie, paix, et puis... Tout à fait, on a tous envie de ça, hein. On a tous envie d'être bien, d'avoir un certain bonheur et de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, bien sûr. Ouais. Exactement. Et donc ça, si tu veux, Raphaël, pour moi, ça définit déjà, ça configure déjà un esprit, enfin une idée de ce que pourrait être le mode de vie parfait, idyllique, si je puis dire, pour l'homme. C'est-à-dire que effectivement, s'il est soumis à des circonstances qui lui fait apparaître un certain stress, ça peut être le froid, ça peut être un accident, comme tu l'as dit, une perte d'un être cher ou bien un déménagement, etc. Donc comme je l'ai dit, ça peut être le climat. Là, on va rechercher donc, comme tu le disais, des compromis s'il n'y a pas suffisamment un temps qui est en notre faveur. Voilà, une température également. Et c'est vrai que si on est amené à toujours côtoyer de près le mode de vie qui n'est pas, qui ne semble pas nous apporter une joie continue, alors finalement on est vraiment dans ce mode de survie, parce qu'il n'y a pas toutes les conditions qui sont favorables pour que l'homme puisse être... Elles ne sont pas favorables, et puis c'est surtout, même au-delà de parler de pas favorable, c'est que ça devient sur de la chronicité, c'est ça qui pose problème. C'est cette notion de chronicité où on est dans un environnement qui ne nous convient pas. Et au début, j'ai envie de dire, quand on est jeune, quand on a de la force, on arrive à le supporter. Puis plus on prend de l'âge, plus ça devient difficile, plus ça pèse sur le moral, moins on a de force, d'énergie pour y faire face. Et donc c'est là où après ça commence vraiment à pêcher et à devenir très difficile. C'est sûr qu'à 20 ans, on s'adapte un peu à tout. Après, à 30, 40 ans, quand le corps commence à fatiguer, surtout avec un rythme de vie excessif, là ça commence à devenir plus dur. D'accord. Alors toi tu parles d'adaptation, j'aimerais revenir un petit peu sur ce terme. Parce que moi je parle plutôt donc d'accommodation. J'explique donc la différence pour ceux qui nous suivent. Qui dit adaptation, quelque part serait une transformation naturelle des organes de l'être humain pour correspondre à un environnement qui n'est plus le sien de base. Tandis que qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que malgré tout, lorsqu'on est soumis à un climat qui est plutôt froid, ne pousse pas non plus une grande fourrure sur la peau. On n'a pas non plus cette capacité à transformer notre appareil digestif pour qu'il soit capable de se diriger vers des produits carnés, au final. Tout à fait. Donc finalement, il n'y a pas de réelle adaptation, c'est vraiment plus une accommodation. Oui, là c'est plus d'agir sur les mots, mais en effet c'est pas une réelle adaptation au sens où on pourrait le percevoir avec une évolution de l'espèce ou de notre capacité en tout cas biologique à être vraiment adapté à un autre environnement. Et c'est vrai que même si on voit des populations qui génération après génération ont évolué dans certains environnements, on voit qu'il y a une certaine évolution. Quand même, si on peut parler des Mongols, par exemple, on voit qu'il y a sous les paupières une couche de graisse qui s'est installée. Enfin, c'est vrai. Il y a ces évolutions-là, ces accommodations qui se sont faites pour résister un peu mieux à l'environnement. En fait, oui. On pourrait parler des Scandinaves, des pays nordiques qui sont beaucoup exposés à la consommation de produits laitiers et qui sont un peu mieux adaptés que les pays méditerranéens, ou alors encore plus qu'en Afrique ou en Asie, à supporter un peu les produits laitiers parce qu'ils produisent encore à l'âge adulte pour une bonne partie des Scandinaves de la lactase. Mais pour autant, on voit quand même que les problématiques pathologiques liées à une consommation importante de produits laitiers est très présente dans ces pays-là. Donc on voit qu'il y a une amélioration quand même pour tolérer ces produits, mais que ces produits, en quantité importante, finissent quand même par nuire parce que justement leur corps n'arrive pas à être en situation de réelle adaptation génétique. Oui, c'est ça.
Effectivement. C'est ça. Et on a un terme qui est bien spécifique à ce que tu décris, c'est l'adaptation malbionique en fait, ou bien ce qu'on appelle plutôt la tolérance pathologique en fait. C'est ça. On sait très bien, voilà, en tolérance pathologique, le terme est très bien trouvé. On voit que les personnes quand ils consomment de l'alcool ont une capacité métabolique à dégrader l'alcool qui est toxique, beaucoup plus importante. Parce qu'il y a de nouvelles enzymes qui vont se mettre en route dans le corps, mais c'est pas pour autant que la personne, elle supporte l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dégénérescence de l'état général, du foie, du système nerveux, mais pour essayer de lutter un peu plus efficacement, le corps va essayer de mettre d'autres systèmes en route pour lutter un peu plus efficacement et essayer de limiter les dommages finalement. Concrètement, c'est dans cette approche-là. Ouais. C'est ça. Alors, pour finir avec le mode de vie, il y a aussi des lois naturelles. Des lois naturelles. Il y a des lois naturelles, puisqu'on parle en plus de ça, d'adaptation, d'accommodation. À un moment donné, ces lois naturelles sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas sur, si je puis dire, qu'on ne met pas en place notre quotidien peut-être correctement. Voilà. C'est ça. Moi, je dis une chose qui peut être très brute et en même temps très simple. C'est pas pour faire des parallèles avec la Bible ou avec d'autres choses quand je dis d'autres choses, d'autres approches croyantes, religieuses, mais on peut retrouver cette dimension dans mes propos, c'est pour ça que je mets un peu en garde. Mais la nature, elle n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que on est dans le cadre, on est hors du cadre, elle va pas dire toi c'est bien, toi c'est pas bien, c'est quand la sanction entre guillemets doit tomber parce que le corps n'est plus en capacité de supporter ce que l'on fait, elle tombe. Donc on voit des gens qui sont ultra robustes et j'ai envie de dire des gens à qui il pourra arriver n'importe quoi et pouf, ils passent au travers et ça passe. Ils ont fumé pendant 50 ans, ils n'ont aucun problème et ça passe. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles. Ça c'est de la génétique, c'est une capacité à supporter tout ça. Et la nature, elle n'aura pas d'état d'âme. C'est-à-dire que si le corps peut supporter, tant mieux. S'il ne peut pas supporter, tant pis. Et la nature, elle élimine de cette manière-là. Donc on est vraiment dans cette notion de loi naturelle. Et ces lois, elles doivent s'appliquer quel que soit l'individu, quel que soit le lieu où on se trouve. Et elle s'appliquera en fonction, bien sûr, des règles qui font qu'on apporte les facteurs vitaux à l'organisme et de la capacité intrinsèque de l'organisme à pouvoir s'éloigner de ces règles. Plus il s'éloigne, plus il a de risques de chuter, forcément, et plus la chute peut être douloureuse, forcément. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il est à 100% dans les règles que tout se passe bien. Parce qu'il y a encore des prédispositions, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et le fait de tenir compte de ces lois et de cette capacité finalement du vivant à s'éloigner plus ou moins de ces règles doit aussi remettre en place un élément qui est trop injustement, justement c'est par rapport à l'injustice que je parle de ça, c'est pour ça que je dis injustement, mais où on veut remettre quelque chose qui n'est pas notre propre responsabilité, notre propre personnalité finalement, de dire c'est injuste, moi je fais ça, je fais des efforts et ça marche pas, alors qu'un tel il s'en fout, il mange n'importe quoi, il fait et ça marche. Mais en même temps, avec une telle réflexion, on ne prend pas forcément en compte qu'un tel peut-être dans sa tête il est super épanoui. On ne prend pas forcément en compte qu'un tel il a peut-être finalement des choses qui lui permettent de décharger du stress, etc. Et donc ça compense la surcharge alimentaire ou le tabac ou des choses comme ça. Et c'est là aussi où on peut rentrer dans cette dimension globale des lois naturelles. Oui, bien sûr. Alors, par rapport à ce que tu dis justement, il est bien quand même de préciser, c'est vrai que moi il y a aussi des gens qui me disent mais tu sais Fares, il y a des gens qui ont vécu jusqu'à 90 ans, 100 ans en buvant un verre de vin par semaine par exemple, etc. Et qui n'ont pas suivi nécessairement un mode de vie hygiéniste. C'est vrai. Alors, moi j'aimerais rappeler aux personnes qui me disent ça que ces personnes-là auraient pu peut-être vivre plus longtemps encore. Elles auraient pu vivre plus longtemps, tout à fait. Si elles n'avaient pas touché, que ce soit au tabac ou au verre de vin. Et c'est vrai que là, elles auraient pu gagner peut-être 10, 20 ans, peut-être, qui sait. Elles auraient pu peut-être gagner 10 ou 20 ans. Et là, c'est là où on rentre aussi dans cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être, alors bon, après le tabac, on peut en parler d'une autre manière, parce que le tabac, c'est... On n'est même pas forcément dans le côté festif avec le tabac. Alors qu'encore le verre de vin, on pourrait dire, ça peut avoir un côté de convivialité, de rapprochement et donc d'apaisement, de plaisir, de partage. Donc il y a une contrainte physique par l'alcool, mais il y a également
un plaisir, une libération du corps par rapport à ce côté que ça peut apporter à côté. Social, bien-être, intégration. Tant que ça ne devient pas après excessif, on peut rentrer dans cette dynamique. Et on voit très bien, bah oui, il y a des gens, si on peut parler du régime crétois, moi j'ai écrit là-dessus, où bon, bah, les crétois, ils ont comme habitude quand même de pouvoir consommer du vin. Par contre, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les repas. Il y a des périodes où ils n'en consomment pas. Donc il y a aussi cette notion-là, de phase un peu où on laisse le corps libre. Mais c'est vrai qu'il y a cette globalité, et peut-être qu'ils auraient vécu plus longtemps, peut-être qu'ils auraient vécu moins longtemps, parce qu'il y aurait eu aussi peut-être une notion un peu de désociabilisation, tu veux dire? C'est ça. Oui, donc c'est aussi des notions qui sont importantes, mais d'une manière générale, bien sûr que si on n'abuse pas de certains produits qui sont toxiques pour le corps, on est dans un contexte qui normalement doit permettre à l'organisme de vivre plus longtemps et plus favorablement, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de lieux sur la Terre, ce qu'on appelle les zones bleues aujourd'hui, communément les zones bleues, des zones privilégiées, où il y a un climat qui est plutôt favorable, un environnement peu pollué, une alimentation qui est relativement favorable, même si elle peut changer d'un endroit à l'autre, on retrouve quand même souvent les mêmes dynamiques au niveau de l'alimentation, et donc c'est là où on voit finalement qu'il y a quand même justement ces règles qui reviennent régulièrement, donc là on revient sur ces lois, mais qui reviennent et qui font que même si les gens peuvent boire un peu ou fumer un peu, on a quand même cette dominance de règles, et si ces règles rentrent dans cet équilibre, généralement ça fonctionne assez bien. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce que tu mets en avant, c'est assez intéressant. Il vaut mieux quelquefois, peut-être justement pour se sociabiliser, pour gagner, finalement rester aux côtés de certaines personnes, donc se dire qu'on va consommer un verre de vin et gagner après en sociabilisation, et parce que finalement l'entourage est très important aussi. C'est ça. Si on ne faisait pas ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent ne plus toucher à tel ou tel produit. Bon, moi je ne bois plus d'alcool déjà depuis un certain temps, je ne fume pas non plus, etc. Bon, aujourd'hui j'ai adapté ou accommodé peut-être mon mode de vie après en fonction des gens que je côtoie, etc. Et puis voilà. Mais c'est vrai que on pourrait vivre en étant plus malheureux d'être coupé. C'est ça. De personnes qui peuvent avoir une vraie joie de vivre mais consommer un petit peu d'alcool. Bien sûr. Et on pourrait être bien plus en mauvaise santé comme ça. Pour rebondir là-dessus, c'est une des problématiques que je rencontre très fréquemment, de personnes qui veulent rentrer dans un mode alimentaire strict et qui ne sont pas en capacité de le tenir réellement. Parce que justement, il y a trop de pression au niveau familial, elles ne sont pas entourées, elles ont du mal à trouver des soutiens autour. Et donc c'est difficile parce qu'elles sont dans un énorme stress. Et tant que la personne n'a pas passé le cap de dire je fais ça pour moi et en fait je le fais pour mon bien et en fait je peux manger différemment et partager un moment avec mes proches, c'est difficile parce qu'il y a toujours cette pression et ce stress qui est présent. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'au niveau de l'entourage, on aimerait que l'entourage change, que l'entourage nous soutienne, mais l'entourage ne soutient pas forcément. L'entourage a envie de rester sur ce qu'il fait parce que lui il n'est pas incommodé, il n'a pas forcément de problème pour l'instant à supporter ce type d'hygiène de vie. Et ça c'est souvent difficile. Et c'est vrai que quand on arrive à trouver après des personnes avec qui on se côtoie et on passe des moments et c'est agréable parce qu'en fait on partage un repas ensemble, on rigole parce que oui en fait on n'est pas obligé d'être avec un verre de vin, avec un verre d'alcool ou une cigarette pour rigoler, pour passer un bon moment. Tout à fait. On peut passer un bon moment en train de manger des fruits, on peut passer un bon moment en train de manger des pommes de terre ou simplement en train de se promener. Tout à fait. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que c'est pas forcément ce qu'il y a dans le contenu de l'assiette ou ce qu'on a en commun dans les mains qui va faire qu'on passe un bon moment, mais de se retrouver sur un terrain commun va aider parce qu'il y a des affinités et donc forcément il y aura des affinités, une empathie, un soutien qui sera beaucoup plus présent, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui manque aujourd'hui beaucoup à de nombreuses personnes qui changent leur hygiène de vie. Et là je rebondis là-dessus parce que finalement il y a des personnes qui viennent me voir et avec lesquelles je parle de plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans cette finalité de rechercher du plaisir. Il y en a d'autres qui vont plutôt rechercher à vivre joyeusement, etc. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais rappeler quand même une chose, c'est que, et tu me diras après ce que tu en penses, vivre et connaître le plaisir, si ça peut se faire sans se nuire, ça me paraît formidable. Ça c'est l'idéal, c'est quelque chose qui est idéal. Et c'est ce qu'on peut retrouver chez de nombreuses personnes qui finalement
vivent de leur passion, font des choses qu'on qualifie souvent un peu d'extraordinaires parce que les gens ils adorent prendre des photos, puis aujourd'hui ils font des photos tout autour du monde et voilà, c'est sûr qu'ils sont dans quelque chose de très épanouissant par rapport à ça. Donc ils n'ont pas forcément besoin de prendre du plaisir avec d'autres palliatifs, on pourrait dire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent avec autre chose. Ils se nourrissent de relations qu'ils peuvent avoir, ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent photographier, de ce qu'ils peuvent faire s'ils font de la musique ou n'importe. Mais finalement, ils sont dans une autre dimension par rapport à ça. Donc ils n'ont pas ce besoin d'avoir plein de palliatifs. Et d'ailleurs, généralement, le palliatif, on l'a parce qu'on souffre. Oui, tout à fait. C'est quelque chose pour essayer d'effacer la souffrance. Hein, il y a une chanson de Goldman qui dit très bien ça, c'est, je sais plus, les alcools, les calmants cuirassés qui nous effacent en fait nos douleurs, quoi, en fait, qui masquent nos douleurs. Hein, je sais plus exactement les mots, mais c'est à peu près ça. Et c'est tellement vrai, c'est qu'on souffre, et comme on souffre, on va essayer de chercher les choses qui nous apaisent. Et il n'y a pas de jugement de valeur à porter, on a tous des moments de souffrance, on a tous des moments difficiles, donc on est tous dans une normalité par rapport à ça. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a peut-être des possibilités d'aller vers moins de souffrance. Mais moins de souffrance, ça veut dire aussi d'accepter peut-être de changer d'alimentation, si on a des besoins de changer d'alimentation, mais on n'a pas besoin de le faire dans la brutalité. On peut le faire d'une manière agréable, douce et en accord avec notre corps. Bien sûr. On peut se dire, moi je suis pas bien dans tel environnement de vie, est-ce que je peux envisager à court terme ou à moyen terme d'aller dans un autre environnement de vie qui me convient mieux? Est-ce que je peux essayer tout simplement, j'ai des difficultés sociales avec mon entourage parce que mon entourage ne me soutient pas, est-ce que je peux essayer d'aller vers d'autres personnes qui partagent les mêmes choses que moi? Des fois on a des gens dans le même immeuble que nous, dans la même société, et donc de se dire on peut peut-être aller partager un moment avec ces gens-là et au final se soutenir. Donc ça je pense que ça peut être très intéressant et donc nous rendre la vie finalement plus facile.